Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous recevoir dans cette table ronde dont l'intitulé est Freelance et entreprise, 10 conseils pour une collaboration réussie et à quoi de votre activité. Alors, je suis Franck, je travaille pour Fiverr. Avec moi, un panel très relevé aujourd'hui pour aborder ces points et vous livrer effectivement des témoignages issus de l'utilisation de la vie de freelance et l'utilisation de Fiverr en particulier. Alors, pourquoi faire appel à un freelance ? Il y a, entre guillemets, 3 raisons qui peuvent présider au choix du freelance comme ressource pour un porteur de projet. 1, l'expertise. Ici, on a un panel d'expertise pointu, des combinaisons d'expertise qui ne sont pas forcément évidentes à trouver dans votre réseau proche, dans le réseau de votre réseau. Donc, effectivement, un freelance va combiner la combinaison, ajouter la combinaison d'expertise dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet. Vous souhaitez mettre en avant votre activité sur Internet, vous ne savez pas par quel bout prendre ce sujet. Vous avez une idée précise de ce que vous voulez, mais la disponibilité ou l'existence de l'expertise dans votre réseau n'est pas là. Donc vous allez faire appel à une plateforme qui présente ce panel d'expertise. Deuxième raison, le temps. Alors, les entrepreneurs qui passent 50 heures par semaine à travailler, 50 heures au bas mot, on vous voit. C'est clairement une pratique. Aujourd'hui, il est bon de savoir ce qu'il est bon de faire soi-même et ce qu'il est bon de déléguer. Donc la capacité de travail, vous pouvez l'étendre effectivement avec l'appel à une ressource comme un freelance. Troisième cas de figure, et ce n'est pas le moindre, c'est la sérénité. Vous faites appel à des freelances, vous faites appel donc à une expertise constituée, à un bagage d'expérience, et donc ça roule. La personne sait ce que vous allez a priori demander, et elle sait aussi reformuler ce que vous allez demander. Éventuellement mettre en mots précis un besoin qui n'est pas tout à fait identifié. Donc elle va vous aider finalement à devenir un meilleur donneur d'ordre, un meilleur acheteur de la prestation. Et ça compte beaucoup, parce qu'on a envie en tant qu'entrepreneur de se dire, ça roule, c'est lancé, mon freelance s'en occupe. Donc 3 raisons, l'expertise, le temps et la sérénité. Et finalement, en regard de ça, c'est un peu les avantages du freelance, du mode de vie du freelance, du mode de travail de freelance, qui permet de répondre à ces avantages-là. Effectivement, aujourd'hui, on a donc un gain de temps, un gain d'énergie à attendre de travailler avec un freelance, et encore plus quand on passe par une plateforme qui huile la relation entre l'entreprise et le freelance, qui permet d'organiser le gain de temps pour qu'il soit effectif et réel, qui vous permet de présenter l'expertise, pour que vous puissiez trouver l'expertise dont vous avez besoin, et qui vous permet d'être certain que tout va bien se passer. Donc la sérénité, effectivement, une plateforme permet d'argumenter, de proposer des fonctionnalités qui vous rendent serein et sereine dans votre recours à un freelance. Alors avec nous pour aborder ces 3 aspects ou combinaisons d'aspects, notre panel très relevé, on les laissera s'exprimer, on les laissera effectivement dire en quoi leur vie aujourd'hui de collaboration, comment elle se fait, pourquoi Fiverr, etc. Mais je voudrais un petit round d'introduction peut-être pour savoir qui vous êtes, et ce que vous faites, et quel est votre domaine d'expertise justement, en quelques mots, avant qu'on enchaîne sur des questions un peu plus précises. Alors bonjour à tous, Thomas Braïda, je suis indépendant depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans. Je travaille dans tout ce qui est référencement naturel, donc j'accompagne les entreprises sur leur référencement en ligne, principalement sur Google. J'accompagne aussi au niveau des solutions digitales de manière un peu plus large, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des campagnes publicitaires, on est capable de faire de l'emailing. Donc voilà, je suis présent sur Fiverr depuis pas très longtemps, ça fait depuis mai. Et en fait, pour moi, j'étais d'abord client sur Fiverr, sûrement comme certains d'entre vous. J'achetais des services où je sous-traitais certaines parties de mes missions. Et puis un jour, je me suis dit que ça pourrait avoir du bon de s'implanter directement dessus et puis de proposer mes services. Donc j'en suis assez satisfait, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, voilà. Je m'appelle Nicolas, je suis vidéaste, monteur vidéo depuis maintenant 10 ans. Je me suis lancé en freelance il y a 2 ans maintenant déjà. Donc en gros, je travaille principalement pour tout ce qui est corporate.
Et depuis environ décembre, j'ai rejoint Fiverr, qui s'explique par une délocalisation. En fait, je suis parti vivre à Barcelone, et ça m'a permis en fait de pouvoir garder mon activité simplement et avec sérénité, parce que forcément j'ai perdu des clients en bougeant de Paris à Barça, et du coup ça m'a permis de continuer mon activité tranquillement. Désolé, c'est la première fois que je parle devant des gens, je suis un peu stressé. Je suis meilleur monteur que comédien, une comédienne à côté. Merci Nicolas. Merci, super transition. Donc je suis Nathalie Boyer, actrice et voix off. Je suis docteur en droit, ancienne avocat, et j'ai toujours eu ma passion pour le cinéma qui m'a rejoint, ou je l'ai rejoint, je ne sais pas trop. Et depuis 3 ans sur Fiverr, un peu par hasard, je propose un petit peu de traduction et surtout de la voix off. Et la plateforme m'a permis vraiment encore de développer cet aspect-là. J'accompagne aussi un petit peu les entreprises sur certains scénarios, pour le corporate notamment. Donc finalement, toutes mes activités sont rejointes, mais je propose beaucoup de voix off sur Fiverr. Bonjour à tous, Aude Brisson. Donc, moi, j'évolue plus dans le secteur du graphisme. Je suis illustratrice, principalement pour la musique. Donc, tout ce qui est visuel pour les plateformes de streaming, les pochettes CD ou les vinyles. Et également dans le secteur jeunesse. Donc, je suis freelance depuis 7 ans environ et seulement 2 ans sur Fiverr. Ce qui m'a permis en fait de vraiment me recentrer sur le secteur musical qui me plaît davantage. Voilà. Merci pour cette présentation. Merci Aude, Nathalie, Nicolas, Thomas. Alors, on a donc un panel très relevé, des freelances qui savent travailler en tant que freelance et qui donc ont déjà identifié des bonnes pratiques qui, comme je le disais, huilent la relation, qui permettent d'avoir une relation qui permettent d'être efficace. Et cette efficacité, évidemment, le client la récompense. L'efficacité en général, c'est aussi ça que le client vient chercher. Donc, c'est pas toujours facile de savoir comment on travaille avec un freelance. Les utilisateurs qui rejoignent Fiverr, alors on les amène à se professionnaliser dans leurs demandes, mais il y a quand même quelques bonnes pratiques, quelques interrogations qu'il faut aborder aujourd'hui. Alors, le vif du sujet, c'est peut-être le premier contact, tout simplement. C'est se dire comment établir la relation, comment ouvrir la conversation. Par quoi on commence? C'est peut-être là qu'il faut commencer. Alors, dans le cas de la voix off, par exemple, Nathalie, comment s'établit ce premier contact? Quelle est la nature de la première demande, la toute première demande, et comment tu la gères? Alors, très souvent, des clients donc, viennent me voir sur la plateforme. Beaucoup savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une voix déjà. Parfois, ils ont déjà le texte préétabli, avec une idée en tête. C'est très souvent comme ça. Donc, il y a un premier, c'est essentiellement par message. Donc, on discute un petit peu du ton, de la façon dont je vais leur préparer la voix aussi. Et parfois, il y a des clients qui ne savent pas du tout, qui ont besoin peut-être d'affiner un peu leur texte ou de faire le texte aussi. Et puis qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est une voix. Est-ce qu'ils veulent une voix chaude? Est-ce qu'ils veulent une voix plutôt ferme, sérieuse? Donc, on discute par message. Parfois en visuel, mais c'est assez rare. Mais essentiellement, on discute par message. On arrive à définir un petit peu le projet. Et puis, le plus important pour eux, c'est d'avoir un texte bien défini d'abord, souvent avec un support vidéo. Des fois, ils ont la vidéo, des fois, ils ne l'ont pas. Donc, finalement, la vidéo va se faire après la voix. Il y a un peu toutes les hypothèses, mais essentiellement par message. C'est vraiment le premier contact. C'est rare que directement on s'appelle. Non, il y a souvent un message, un échange par message. Et donc là, la plateforme Fiverr, effectivement, permet cette prise de premier contact via une messagerie dédiée. Voilà. Très bien. Alors, pour bien commencer, donc, une première bonne communication, on essaye d'affiner le besoin, mais on a aussi besoin d'être équipé. On a besoin d'extraire des informations de notre client. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on a un effort créatif. Alors là, je me tourne vers Aude et Nicolas. De quoi avez-vous besoin pour bien commencer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'extraire du client pour commencer à travailler et vous dire, OK, voilà comment je vais dimensionner mon travail?
Je dirais qu'il faut être le plus clair possible et le plus précis possible dans ses attentes. Parce que j'ai certains clients qui viennent me voir avec une idée de projet assez vague. Et plus on est précis, plus ça aide en fait le freelance à se mettre en mouvement. Parce qu'il sait vraiment ce qu'il a besoin d'effectuer. Même dans des domaines où finalement la créativité est importante, on a besoin d'avoir par exemple ne serait-ce qu'une ou deux références pour, un exemple ou quelque chose comme ça, pour nous aider, nous, à nous situer, à savoir ce qu'on va pouvoir proposer et à quel tarif également. Oui, exactement. C'est aussi une question aussi pour perdre le moins de temps possible. Parce qu'au final, le but, c'est quand même qu'on rentre dans la tête du client et de savoir ce qu'il veut et essayer de magnifier un peu tout ça. Et ça passe par plusieurs trucs. Ça passe par donner le maximum d'informations. Comme je parle pour la vidéo, mais c'est important que je sache la durée de la vidéo, la deadline, parce que ça veut dire que je ne vais pas mettre forcément la même... si la deadline elle est dans 3 jours, je ne travaillerai pas forcément de la même manière. S'il y a des chartes graphiques, qu'on les ait tout de suite, ça évite des échanges et des pertes de temps et des retours qui se perdent. Et voilà, je pense que le plus d'informations on a, et le plus on est efficace, et le moins de zones d'ombre il y aura dans le projet, et plus content à la fin, la collaboration se passera bien. Ouais. Donc en tant que freelance, vous pouvez mieux travailler si vous avez effectivement toutes ces informations qui vous sont délivrées dès le début. Et puis pour le client, finalement, ils se sont accompagnés. Parce que des questions pertinentes que vous posez à ce moment-là, c'est effectivement moins de questions qui se posent après, moins de déviations par rapport à ce qu'il avait en tête. Donc effectivement, on est dans la bonne zone. Alors je me tourne vers toi, Thomas, parce que toi, tu as un domaine plus technique. Oui. Et j'imagine qu'il faut ajouter aussi le niveau d'attente. Établir un niveau d'attente, voilà ce que vous allez avoir et voilà ce que ça peut donner comme résultat. Parce que j'imagine dans le référencement, c'est le domaine d'expertise de Thomas, on a besoin de dire voilà quels effets peuvent être attendus de telle ou telle action. Comment tu gères ce niveau d'attente? Comment tu le définis avec tes clients? Alors moi j'ai des clients, j'ai vraiment 2 types de clients. J'ai des clients qui savent ce qu'ils veulent et j'ai des clients qui veulent un résultat. Ceux qui savent ce qu'ils veulent, c'est assez rapide. Concernant les autres, souvent on fait une visio assez courte pour bien identifier le besoin, pour voir ce que je propose moi. Et ça nous permet en 15-20 minutes d'arriver à vraiment faire le tour des premières questions, voir s'ils ont des stratégies qui sont déjà existantes, voir ce qu'ils ont pu mener comme action dans le passé. Et moi, ça me permet en fait de personnaliser mes services. Et justement, sur Fiverr, on a cette possibilité-là de à la fois vendre des services qui sont préconçus, mais on a aussi la possibilité de personnaliser des offres. Et aujourd'hui, ça représente plus de la moitié de mes commandes, où je me retrouve en fait à leur faire une vraie stratégie avec des modules qui vont être individuels, où je vais pouvoir les intégrer à l'intérieur d'une offre. Et donc du coup, on communique d'une manière qui est plus facile comme ça en fait. Et on arrive à un travail qui est plus abouti. Et on ne va pas se retrouver à avoir un client qui est complètement perdu une fois qu'on lui a envoyé le livrable. Ça nous permet quand même d'être plus confortable sur la relation client. Donc du coût humain, dans 50% des cas, tu disais. Oui. Donc c'est vrai que effectivement l'offre packagée, quand on navigue sur Fiverr, on a des offres packagées qui sont présentées, mais dans des domaines d'expertise où le niveau d'attente peut être variable, on peut se retrouver finalement tenté d'utiliser une offre particulière créée en collaboration avec le freelance. Et à ce moment-là, on a vraiment quelque chose de très adapté. Alors, j'avance un tout petit peu dans la relation avec l'acheteur. Là, le premier contact est établi. On commence à travailler. J'imagine qu'il faut un canal d'échange, un canal de communication avec votre client, le tenir informé des progrès, le tenir informé des questions, ou lui poser des questions complémentaires éventuelles, avoir aussi peut-être un premier retour, dire voilà la direction dans laquelle je pars. Est-ce que vous avez besoin de ces jalons-là? Est-ce que vous posez systématiquement des jalons? Et sur vos métiers, quels sont-ils? Quels sont ces canaux et quels sont les moments où vous prenez la parole au cours de la prestation elle-même, avant qu'elle soit livrée? Alors, Aude, est-ce que toi, tu proposes un jalon, un rendez-vous en disant voilà quel est le moment de communication et le canal de communication de ton choix? Alors moi, je corresponds vraiment uniquement par message, parce que c'est beaucoup plus simple en fait pour tout ce qui est visuel, de rassembler les commentaires du client et ensuite de faire un retour adapté. Parce que des fois, en fait, par exemple au téléphone, on a tendance à entendre, à noter, puis finalement, on n'a pas vraiment pris en compte le retour client. Et oui, j'offre plusieurs jalons, donc un premier jalon de croquis, tout simplement, puis ensuite plusieurs étapes si nécessaire, s'il y a de la couleur,
et ensuite un travail de mise en page, etc. Donc oui, à chaque étape, en fait, c'est très important d'avoir des retours du client pour s'assurer qu'il ne va pas être surpris tout simplement du résultat. Le cadre de communication, donc le message. Nathalie, est-ce que le message dans ton cas est suffisant? Est-ce que tu complètes avec d'autres choses? Alors, oui, comme Aude, moi aussi, je réponds beaucoup par message et on discute par message parce que ça oblige aussi le client à bien, comme on dit, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, quand il l'écrit, déjà, ça lui permet de réfléchir à ce qu'il veut. Donc, je discute comme ça. C'est très rare qu'on ait des échanges vocaux. Ça peut arriver. C'est surtout avec des clients qui ont l'habitude finalement pour les voix, qui préfèrent discuter avec moi. Mais je préfère passer par message. Ça nous sécurise aussi, comme ça on a exactement sa demande aussi par message. C'est finalement plus simple, je trouve. Hein. Ça se fait comme ça. Oui, en ce qui me concerne, oui. Alors, pour poser des jalons, une voix off, ça va assez vite en général. Sauf si c'est par exemple un ouvrage très long, un livre à lire, bien sûr je vais discuter avec le client en lui disant voilà j'en suis là, j'ai avancé, mais c'est sur les voix qui sont beaucoup plus courtes, ça va vite. Après il y a un retour, voilà, l'échange se fait plus à ce moment-là. Pour les traductions, pareil, hein, c'est plus long, donc je tiens mon client informé par message aussi. D'accord. Donc là, déjà long au cours de la prestation, un échange permanent via le système de messagerie Fiverr, en l'occurrence, qui est très adapté pour faire ça. Est-ce que c'est aussi ton choix, Nicolas, d'utiliser essentiellement des messages, ou est-ce que le média vidéo impose peut-être plus de synchronicité? C'est surtout message, complètement message, 100% message. Surtout si, par exemple, je sais pas, j'ai une vidéo qui fait 10 minutes, il y a beaucoup d'images, beaucoup de plans, beaucoup de cuts. Ça signifie que s'il me les dit à l'oral, je vais en retenir 2 et ça va pas être possible, il va pas être content. Du coup, j'utilise des messages et même des logiciels qui s'appellent comme Frame, où ça me permet d'avoir les timecodes des vidéos avec les modifications à faire sur chaque vidéo et ce qu'il vaudrait ajouter ou modifier. Et pour moi, c'est obligatoire d'avoir des retours sur message, sinon ça va prendre des années, quoi. Entendu. Donc efficacité du message synthétique qui force le client à un effort de synthèse, effectivement, et d'énonciation claire de son besoin. Super. Même chose, message essentiellement. Moi, message avec un peu de visio, comme je disais tout à l'heure, en plus. Complément. Et après, on peut avoir quelques échanges mail, mais c'est surtout pour s'échanger en fait des accès. Parce que moi, au niveau du référencement naturel, j'ai besoin de mettre un peu les mains dedans. Donc, du coup, j'ai besoin des accès à Google Analytics, la Search Console, etc. Donc, souvent, on peut avoir des échanges qui sortent un peu de la plateforme, que ce soit par les mails, les visios. Mais au final, l'offre finale se fait toujours sur Fiverr, en fait, pour qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que quand je fais une offre personnalisée, je vais écrire exactement ce qui va être livré, pour comme ça, on n'ait pas de litige, en fait, derrière sur le travail qui est demandé. Et ça se passe bien à surtout 100% dans le du cas temps. de 50% de prestations customisées. Alors justement, la facilité de présenter donc une offre packagée ou de partir sur une offre customisée force le freelanceur à un effort de packager une offre, de proposer une offre qui soit compréhensible dans les mots et dans les termes qu'un client va utiliser. Puisque finalement, on se met à la place du client. Quels sont les termes, les mots, les intentions qui peuvent mener l'utilisateur jusqu'à votre service? Alors ça, évidemment, il faut l'enrichir, il faut compléter un profil aussi détaillé que possible. Mais il y a un élément aussi qui est forcément intéressant pour le client, c'est le prix, la tarification. Alors j'aurais aimé balayer avec vous les logiques qui vous ont permis de déterminer votre tarification actuelle et comment vous en êtes arrivé là et quels sont finalement les moyens que vous avez eu de construire votre prix pour que ce soit un prix lisible et compréhensible de l'acheteur et qui valorise évidemment bien votre travail. Alors Nicolas, est-ce que tu veux nous éclairer sur ton parti pris là-dessus? Okay. Pour tarifer au départ, je me suis basé simplement sur la moyenne européenne des tarifications journalières de montage. Je pense que c'est une base la plus classique et au moins ça permet d'avoir une idée claire. C'est un tarif de base pour le montage. Après, ça a augmenté un petit peu parce que maintenant ça fait 10 ans que je fais du montage et je pense que je peux commencer un peu à augmenter mes prix, mais pas tant que ça. Et ça dépend aussi du client, évidemment. Et ensuite vient s'intégrer si il y a besoin un peu de motion design, par exemple. S'il y a besoin, par exemple, si j'ai besoin d'appel à faire une voix off, je ne vais pas faire la voix off.
Du coup, je vais appeler mes collègues pour le faire. Donc voilà, le devis aussi augmente en fonction des besoins de la vidéo. Mais on va dire qu'une vidéo normale sur une journée de travail, ça représente voilà, la moyenne générale. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer. Et au moins, voilà, on va dire qu'il y a il y a des supports dessus qui sont prouvables. Si jamais le client veut discuter ou comprend pas trop le prix, je peux l'envoyer directement en lui disant bon, voilà, c'est la moyenne générale. Et je pense que c'est bien comme ça. Très bien. Donc là on a un effort de publication du prix, donc un effort de synthèse de ce que la prestation vaut. Alors là où c'est peut-être plus variable, ou toi, Aude, quand tu es face à la formation d'une prestation, alors tu disais c'est un métier et un secteur que tu abordes. Quelle a été la logique avec laquelle tu as construit ton prix? Et est-ce que finalement avoir un prix public, puisque Fiverr présente un prix public face à une prestation, est-ce que c'est un moyen d'éduquer finalement le client, d'ancrer un prix dans son esprit, de façon à ce que voilà, la négociation soit aussi efficace que possible pour l'un comme pour l'autre? Oui, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris pour base un tarif journée, enfin un tarif journée médian aussi pour les graphistes, donc même système. Mais par contre, j'ai dû le traduire selon les prestations, c'est-à-dire que voilà, je considérais que pour par exemple une pochette CD en photomontage, c'est tant de jours, donc c'est tel tarif. Et s'il y a besoin, au lieu du photomontage, d'avoir recours à du dessin, je vais rajouter une journée. Et donc, généralement, je fonctionne comme ça. Vraiment, selon le niveau de complexité, en fait, requis par l'artwork. Donc tu as modulé le tarif de la prestation en fonction de la complexité et de voilà, l'endroit où tu voulais être en termes de valeur perçue pour tes clients. Alors j'imagine, la voix off, il y a un multiplicateur qui se fait sur le prix. Comment tu as abordé ce multiplicateur? Parce qu'effectivement, une voix off un livre audio ou une publicité de 10 secondes, c'est pas la même chose. Et un grand compte ou un petit projet, c'est pas non plus la même chose. Oui, c'est pas du tout fonction du nombre de mots. J'ai fait une base aussi là-dessus, mais c'est pas ça qui compte, parce que je peux avoir une voix off de 5 mots qui va coûter très très cher, et puis des voix de 150 mots, 1 minute environ, pas au même prix. Ça dépend finalement de la diffusion. Donc on établit avec le client au départ effectivement le nombre de mots, mais surtout où va être diffusée la voix. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux uniquement? Donc il y a un prix pour ça. Est-ce qu'elle va être diffusée également, je ne sais pas, dans les salles de cinéma? Si c'est une pub télé, ce n'est pas du tout le même tarif. Et pour combien de temps aussi? Donc, ça, je préviens le client au départ. Je n'hésite pas à en parler, parce que peut-être qu'ils ne sont pas toujours tous au courant d'ailleurs des droits de diffusion, parce que c'est un projet d'artiste, en fait, la voix. C'est comme si on peignait un peu une toile, hein. Donc la diffusion, finalement, se paye. Donc c'est un petit peu ça qui est délicat au départ, mais il faut bien en parler. Et puis si c'est une voix pour du corporate, une vidéo sur YouTube d'1 minute, c'est vrai qu'il y a un tarif, on va dire, moyen en France qui se pratique, sur lequel je suis basée comme tout le monde. Mais il faut bien définir ce tarif-là avec le client au départ. Donc c'est vrai que c'est pas le nombre de mots. Je peux avoir des voix de 5 mots qui montent à des prix assez élevés, c'est vrai. Et là, il faut effectivement éduquer votre acheteur, oui. éduquer la façon de... Parce que c'est des services peut-être que l'entrepreneur, le porteur de projet, le grand compte, qui se tourne vers ce service, c'est peut-être la première fois qu'il achète ce genre de service. Donc il n'a pas les mots pour décrire ce dont il a besoin, et en plus, il n'a pas la grille de lecture. Tu parlais de droit de diffusion. Il n'a peut-être pas cette grille de lecture-là si ce n'est pas un achat très fréquent. Alors, en SEO... on n'espère pas qu'ils aient besoin de multiples agences SEO à la suite. On espère qu'ils aient besoin d'une seule agence SEO. Là, j'imagine le niveau d'éducation et donc le niveau de prix que tu proposes, c'est du cousu main, tu disais. Comment tu éduques ton client à cette tarification? Est-ce que Fiverr, avec un prix public, finalement ancre déjà et commence à éduquer l'utilisateur? Alors moi, ce que j'ai dû faire au début, j'ai eu un gros travail de ce côté-là. C'était en fait de prendre les prestations que je vendais en agence et de les découper en différents petits services. Parce que sur Fiverr, je ne peux pas arriver et mettre un service à 3 ou 4 000 euros.
et arriver de nulle part et que n'importe qui me fasse confiance pour racheter ce service. Donc du coup, j'ai segmenté ça, j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau des tarifs, regardé aussi tout ce qui était taux horaire. Et aujourd'hui, quand je fais du sur-mesure, il n'y a aucune contestation, on va dire, du client parce que je lui justifie le sur-mesure pour telle ou telle raison. Donc du coup, on se retrouve à être assez vite d'accord, sachant que je prends en compte les besoins de mon client, mais je prends en compte aussi son budget. Ça m'est arrivé assez récemment où j'avais un entrepreneur qui avait un petit budget, qui voulait à tout prix une prestation de référencement naturel. Au final, ce n'était pas forcément ce dont il avait besoin à court terme. Donc du coup, on a fini sur une formation en visio où lui, aujourd'hui, il a les clés pour faire la base du référencement et prendre son budget, l'envoyer dans des publicités sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai plus à apporter une valeur ajoutée en fait qui est différente d'un service de base qu'il achète, qu'il consomme et puis on passe à autre chose. Très clair. Donc on a donc des avantages objectifs à éduquer son client via un prix, à le positionner pour valoriser son travail, à expliquer les modulos, les multiplicateurs qui s'appliquent pour son travail, la complexité du projet, les droits associés, l'usage, l'expertise tout simplement que vous mobilisez pour chacun des projets. C'est très clair. Alors, vous, toutes et tous, vous êtes tournés vers Fiverr à un moment pour augmenter votre visibilité, pour augmenter votre activité de freelance. Quel a été l'intérêt pratique, concret de Fiverr pour votre activité? Qu'est-ce que ça a débloqué? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire avancer dans votre activité, au-delà même du business, mais le business et à côté, en tant que professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors Thomas, est-ce que tu veux commencer? Alors moi, ça m'a permis de gagner du temps sur tout ce qui était prospection en fait, parce que ça permet d'être diffusé sur un nouveau canal d'acquisition, donc c'est assez intéressant. Donc du coup, de ce côté-là, c'était assez agréable. Après, je sais pas si vous avez des choses à ajouter. L'avantage aussi, c'est qu'on a ça nous ouvre les portes un peu du monde au final, parce qu'on n'a pas seulement des contrats en France. Je sais que j'ai eu des Saoudiens, j'ai eu des Canadiens, Costa Rica, nos voisins belges, partout. Du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de voir culturellement les différences de travail et c'est hyper enrichissant aussi de travailler avec des gens du monde entier. Bon, parfois, il y a forcément des petits problèmes au niveau des devis et des prix parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités au niveau des factures, quoi. Donc, parfois, bon, voilà. Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Et comme je te rejoins là-dessus, c'est au niveau du prospect, parce qu'il faut savoir que quand on est en freelance, on n'est pas tout le temps en train de faire pourquoi on est fait. Et ça prend énormément de temps. On est un peu comme des mini-entrepreneurs, donc, et on fait tout. On fait la compta, on fait la prospection, on est sales, on est en compta, on fait tout. Et c'est vrai que ça nous lâche un peu, ça nous laisse plus de temps de nous concentrer sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça nous libère du temps, quoi. Ça nous libère du temps et les clients viennent à nous. C'est pas nous qui allons les chercher. Donc se concentrer sur son cœur d'expertise, avoir un fil rouge de prospection, est-ce que c'est aussi ça qui t'a amené à la plateforme, Nathalie? Est-ce que c'est ça que tu vois aujourd'hui comme valeur de Fiverr dans ton activité de freelance? Oui, au départ, je ne m'attendais peut-être pas à ça d'ailleurs, mais donc c'est outre la souplesse, la fluidité, la praticité de la plateforme, le paiement sécurisé, c'est cet accès au spectre international finalement, des clients de tous horizons. Ça, c'est fabuleux. Je les aurais peut-être pas eu. Je dirais même je ne les aurais pas eu sans la plateforme. Donc ça, c'est fabuleux de pouvoir travailler avec finalement des clients très différents, des plus grandes sociétés, à des auto-entrepreneurs aussi. Donc c'est très varié, c'est très intéressant. Et ça permet de valoriser finalement très vite ses compétences sans avoir à prospecter. Donc ça fait aussi merci Nathalie, ça fait aussi quelques mois, années que tu pratiques ton activité de freelance Aude sur Fiverr. Quel a été ton cheminement? Pourquoi finalement tu t'y es mis et qu'est-ce qui fait que tu y restes aujourd'hui? Moi, ça m'a vraiment permis de développer l'aspect graphisme dans l'événementiel musical, parce que faut vous imaginer que pour réaliser 100 pochettes CD dans l'année, il faut démarcher 100 clients. Et sauf que là, j'ai pas eu à démarcher un seul client, ils sont tous venus à moi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable, puisqu'ils viennent aussi pour votre style. Donc vous n'allez pas les voir en leur proposant
un graphisme qui ne leur convient pas tout simplement. Vous êtes plus sur un service générique, vous présentez un portfolio, la prestation est précisée et le client peut se faire un point de référence avec ce que vous avez fait auparavant. Donc effectivement, ça donne du confort pour le client qui peut s'approprier votre style ou votre capacité, votre expertise, et donc être beaucoup plus certain que voilà, le fit est bon, vous allez être entre de bonnes mains en tant que client, et vous, en tant que free, vous avez un client qui est plutôt mature dans sa décision, qui va arriver avec l'idée précise de ce qu'il veut faire avec vous. Super. Alors, on a probablement toujours une histoire. Je sais que chaque freelance que je rencontre de chez Fiverr a une histoire intéressante ou optimiste ou détonnante même pour certains projets qui sortent de la norme, si tant est qu'il y ait une norme dans des projets freelance. Est-ce que vous avez peut-être quelques idées sur des projets qui sortaient justement un petit peu de la norme, qui vous sont parvenus via la plateforme? Je ne sais pas si je peux le dire. On m'a proposé, une danseuse m'a proposé de faire une vidéo d'elle en train de danser du twerk. Et du coup, j'ai pas accepté. Vas-y. Ça m'aurait pas dérangé, mais me proposer 15 € pour faire la vidéo. Je suis désolé. Du coup, il faut savoir aussi qualifier son client, effectivement, et placer votre expertise au bon tarif. Donc, le sujet peut être intéressant, mais il faut aussi que l'expertise soit bien valorisée. Et toi, Thomas, est-ce que tu as une histoire particulière à nous raconter sur une prestation qui t'est arrivée sur Fiverr? Alors moi, j'ai voyagé beaucoup sur une prestation parce que j'ai travaillé avec un client qui était au Costa Rica pour une agence de location de voitures au Mexique. C'est une agence francophone. Donc du coup, on travaillait en français, on parlait en anglais et j'avais 2 intermédiaires différents. Donc j'étais assez surpris quand je suis arrivé sur ça. Mais justement, ça m'a permis de voir en fait qu'à l'international, le fait qu'on soit français, moi dans mon domaine d'expertise qui peut être la production de contenu, l'optimisation de sites internet, dès qu'on a des personnes qui sont à l'autre bout du monde, elles ont vraiment besoin d'avoir un natif français. Et j'ai beaucoup axé mes services sur ça pour toucher à l'international et pour pouvoir avoir là, typiquement, en ce moment, je négocie avec une boîte en Allemagne qui est en train de s'implanter en France. Ils ont besoin de pas mal de contenu. Donc du coup, il y a des projets très intéressants comme ça. Donc voilà, c'était l'expérience atypique. Effectivement, une belle ouverture internationale. Nathalie, Aude, est-ce que vous avez éventuellement, avec votre qualité double, qui est d'être experte respective de vos métiers, mais aussi une qualité intrinsèque qui est d'être francophone et française, est-ce que ça a joué dans certaines des histoires que vous avez pu créer avec vos clients respectifs? Alors moi, c'est moins un contrat qui m'a marqué, plus qu'une rencontre en fait, puisque j'ai eu un client qui venait des États-Unis, avec qui ça s'était très bien passé, donc plusieurs pochettes CD qui m'ont beaucoup plu à faire, qui étaient très agréables à faire. Et en fait, je garde souvent contact, puisque on est dans le domaine musical, donc je les suis, je suis leur musique. Et j'ai reçu un message un jour, Aude, comment ça va? Je suis sur Paris en ce moment, ça te dirait qu'on prenne un café? Et donc voilà, j'ai rencontré mon client américain. En vrai, c'était un plaisir. Voilà. Ça rend concret aussi une relation qui est juste épistolaire via les messages et via la plateforme. Super. Moi, j'ai plein d'histoires avec les voix. Pas des moindres. On m'a demandé de chanter, on m'a demandé de faire plein de choses, mais puis des clients très prestigieux, des très grandes compagnies. Mais finalement, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit et qui était très touchante. Une femme qui m'écrit et qui me dit peut-être que vous ne voudrez pas faire cette voix parce que je vois que vous êtes une voix connue. J'ai une demande très particulière. Et finalement, cette femme était malentendante. Et elle me dit j'aimerais que la déclaration d'amour que je vais faire à mon futur mari passe par votre voix. Donc j'ai enregistré la voix pour son futur mari parce qu'elle parlait pas bien. Et c'était très touchant. Donc c'est un bon souvenir. Bon. C'est effectivement, ça marque un professionnel. C'est une belle histoire, effectivement. Alors, je reviens à l'histoire de Nicolas parce que moi, je sais, ça m'a trotté dans la tête pendant que les autres parlaient, mais on a aussi des histoires qui sont un peu moins touchantes, un peu moins marquantes et qu'on a envie de cadrer très vite. Alors, votre réaction face à justement une déconnexion entre le besoin de l'acheteur, la façon, comment vous gérez ce qu'on appellera en sport une balle courbe, c'est-à-dire un truc qui est un peu bon, voilà. En fait, ça dépend du degré. Parfois, il y a un degré tel qu'on se dit ça sert à rien, on coupe la conversation en disant
On dit bon bah j'ai pas le temps. Enfin, littéralement c'est ce qui se passe et c'est vrai. Parfois il y a un degré où je sais pas, ça m'arrive parfois d'avoir souvent des youtubeurs d'ailleurs. Souvent les youtubeurs qui font le coup, qui disent bonjour, je suis youtubeur, j'aimerais qu'on travaille ensemble sur la longue durée. Point. Du coup, je sais pas. Donc ça, c'est j'aimerais qu'on collabore ensemble sur la longue durée. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est un signal que c'est pas forcément une. Non mais oui, voilà. C'est à partir de là, je sais. Et en fait, faut faire attention aussi aux clients qu'on choisit nous. Typiquement, un client qui vient comme ça et qui sait pas ce qu'il veut, 90% du temps, ça va mal se passer. Ça va mal se passer et ça va créer de l'anxiété, on va perdre du temps, on va pas comprendre, il va pas comprendre et à la fin, personne sera content et ce sera la fin de l'histoire. Et du coup, je pense que avant d'accepter un contrat, je veux dire, ça se sent un client qui veut faire quelque chose, mais c'est la première fois qu'il fait appel à un vidéaste. On est là aussi pour l'aider, pour lui dire ce qu'il nous faut comme élément, etc., où est-ce qu'il veut aller. Voilà, l'aiguiller, mais quand on sent que ça va de trop loin et que c'est un peu flou et qu'il n'y a pas vraiment de demande et qu'on ne sait pas pourquoi la vidéo va être faite, ça sert à rien non plus, quoi. Faut savoir en fait choisir ses clients. Je pense que c'est pas méchant de le dire. Tout à fait. Et là, la vérité dans la première communication dont on a parlé tout à l'heure. Alors, juste pour qu'on se rende compte peut-être des bonnes pratiques, parce que là, on a plusieurs bonnes pratiques qui se dégagent. Si vous aviez à identifier peut-être un ou deux conseils qui, selon vous, sont emblématiques d'une relation qui crée de la valeur tant pour le freelance que pour l'entrepreneur, le porteur de projet. Si vous aviez dégagé une ou deux idées chacune, quelles seraient-elles? Est-ce que tu veux commencer, Aude? Déjà, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est la base, je pense. Être poli, parce qu'on n'y pense pas tout le temps, surtout sur Internet. Parce que par message, on a l'impression, on est habitué aux messageries instantanées, donc on n'a pas forcément l'impression, on pense pas forcément à se présenter, etc. Mais je pense que c'est très important, au contraire, pour poser les bases d'une bonne relation et d'une bonne communication. Ça donne envie tout simplement de travailler avec vous, dans les deux sens. Hein. Et oui, être clair. Parce que je pense que moi, j'ai eu beaucoup de messages qui vont au-delà de juste « je veux une relation sur la longue durée en montage vidéo ». Moi, j'ai souvent eu « Hello ». Ah oui, souvent aussi, ouais. C'est vrai, celui-là, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à ça. Donc, parfois, je fais l'effort de poser les questions, mais c'est vrai que sinon, ça n'engage pas à poursuivre. Entendu. Donc l'effort de communication claire de la part du client et puis de politesse, c'est bien le moindre qu'on puisse demander, et de clarté aussi par rapport au client qui a besoin de clarté pour se projeter aussi dans votre prestation. Donc ça, c'est des bons conseils. La communication, je trouve que c'est une dose importante du succès de la relation freelance-entreprise. Un autre conseil peut-être, Nathalie? Moi, je pense que il faut être sûr de soi. Bien sûr, quand on offre un service, il faut être sûr de sa compétence. Donc, je crois qu'il faut être vraiment bon dans un secteur plutôt que moyen dans plusieurs. Donc, et ne pas hésiter à vendre ce qu'on sait faire. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir dire non aussi, parce que peut-être on ne sait pas le faire, ou peut-être qu'on ne sent pas trop le client non plus. Donc, on a le droit de dire non. Mais je pense que c'est ça, quand les choses sont bien établies, bien claires au départ, comme tu disais, Aude, tout se passe bien. Donc, il faut se faire confiance et puis il faut accompagner le client, encore une fois, il faut le rassurer. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut donner aussi du temps et de la patience au client, lui expliquer ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on propose, bien définir sa mission et en général, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Ça marche. Mettons-nous un instant à la place du client, de l'acheteur. Il doit faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas encore. Et donc, généralement, il aime bien avoir effectivement une dose de communication et un type de communication qui lui convient bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'environnement. Et c'est là où Fiverr se positionne avec un discours rassurant pour l'acheteur, où la plateforme, finalement, lui assure un certain nombre de choses. L'assurance d'être payé pour une prestation, l'assurance d'avoir une prestation livrée et lui de payer sa prestation. Donc pour le freelance, évidemment, c'est toujours intéressant, l'assurance d'être payé, et pour le client, l'assurance d'être livré de sa prestation. Donc ça, c'est un élément de réassurance qui est central. Le client, il vient pour ça. Donc on lui fait une promesse et il faut que cette promesse soit complétée. 2,
c'est tout ce qu'il y a autour du support. Parce qu'il y a des questions, tu parlais de communication, qui peuvent être traitées par le freelance, mais il y a aussi des questions sur la relation avec la plateforme, sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe si X et Y situation arrive, et là, vous avez besoin de support. Donc là, ce n'est pas au freelance, évidemment, de répondre à ces enjeux-là, c'est la plateforme qui se fait forte de proposer un cadre rassurant pour l'acheteur, de façon à ce que le freelance, lui, il ait à communiquer uniquement sur son métier et sur la prestation. Hein, ce sont deux choses différentes. Le cadre aussi qui permet à un client de se projeter, c'est la plateforme elle-même, la façon dont il est amené sur la plateforme, les éléments de réassurance de la plateforme elle-même. Donc ça, évidemment, Fiverr ajoute constamment des choses pour que le client se sente bien et qu'il puisse projeter uniquement des questions pertinentes auprès de ses freelances. Est-ce que, Nicolas, toi, tu as un conseil, un truc qui, là aussi, permettrait de différencier un freelance qui débuterait? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à un freelance qui débuterait, notamment sur Fiverr? Quel est le premier conseil que tu pourrais divulguer? Je dirais être super clair sur ce qu'il propose. Ne pas, comme tu disais tout à l'heure, faire un choix. Par exemple, je ne fais pas que du montage vidéo sur Fiverr, je marque que je fais que du montage vidéo, parce que sinon on s'y perd, et je pense qu'il faut être vraiment très précis dans les propositions qu'on fait. Je sais que je ne fais pas que du corporate, mais je sais que c'est ma cible sur Fiverr, et je marque bien que je suis monteur vidéo, corporate, pas autre chose, que je ne suis pas motion designer, etc. Je suis persuadé que tu as déjà eu des propositions de gens qui disent est-ce que tu es motion designer ou quelque chose, des choses qui n'étaient pas forcément exactement ce que tu faisais, etc. Il faut leur dire non, voilà, je suis vraiment que monteur. Si c'est pas exactement, c'est aussi accompagner après derrière l'acheteur si on répond pas à sa demande en disant voilà, je pense que ce que vous avez besoin ce serait plus un motion designer, une illustratrice, voilà. Et c'est surtout, oui, je pense que le point clé c'est d'être très 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 clair sur sa page et que tout soit affiché, et je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de j'allais dire en anglais, je suis désolé, de misunderstanding pour le client et pour l'acheteur, et que ça se passe pour le client et pour le freelance, et que tout se passe au mieux possible. Être précis dès le début, et puis ça a la valeur en plus d'attirer à vous des clients qui sont corporate et en recherche d'édition vidéo. Donc si c'est le segment que vous avez décidé de traiter sur Fiverr, en étant précis, voilà, le client s'auto-sélectionne vers votre service. Ça aussi comme intérêt. Un conseil pour toi, Thomas? Alors moi qui propose des services qui semblent être un peu plus larges, et ça a l'air d'être un peu une boîte noire bien souvent, ce que j'aime bien, c'est poser les bonnes questions en fait, parce que quand on pose les bonnes questions, on arrive à bien définir le besoin. Tout à l'heure, ce que je vous disais au niveau de la formation que j'ai pu faire, j'aurais pu leur vendre la presta qu'ils demandaient initialement. Au final, ils ont beaucoup plus de valeur ajoutée dans ce que je leur ai proposé. Et ça permet quand même, quand on débute, il faut comprendre que sur Fiverr, il y a un système un peu de notoriété. On est noté par nos clients, et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que on a les profils que je vois, moi, quand je fais appel à des profils Fiverr, parce que je suis aussi acheteur sur Fiverr, en dessous de 4.5 sur 5, je ne prends pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le droit aux erreurs, parce que sinon, en termes de notation, c'est vite compliqué. Donc, je rejoins Nicolas sur le fait de proposer des choses qu'on sait faire, de bien segmenter, même si c'est des petits services. Il faut arriver à se faire d'abord une notoriété, un nom un peu sur Fiverr. Typiquement, en plus, il y a des algorithmes, donc comme dans le référencement naturel, il faut apprendre un peu à jongler avec eux. Donc vraiment, au début, faire des choses, pas forcément simples, mais des choses qu'on sait faire, avec une bonne communication et une prestation qui soit bien claire et bien définie. Entendu, ça semble assez logique. Effectivement, il y a un enjeu de réputation. Là aussi, pour aider le client acheteur à se positionner par rapport à une offre et se dire, voilà, un freelance qui a un historique solide sur la prestation, qui peut être effectivement très segmentée, très segmentante, sur un domaine d'expertise plus un métier. Les éléments autour de la création musicale, la vidéo corporate, la voix off pour une publicité, voilà, il est possible, ou le SEO sur un métier ou un aspect du SEO uniquement, il n'est pas interdit d'être spécifique et très précis, et c'est un excellent conseil. Alors évidemment, là aujourd'hui on avait 4 domaines d'expertise avec vous êtes tous des experts, vous êtes utilisateurs de Fiverr réguliers. En tout, il y a 550 catégories, donc aujourd'hui on accueille énormément de freelances dans tous ces domaines-là, avec le besoin pour les freelances de suivre ces excellents conseils, où
la recommandation plutôt pour ces freelances de suivre ces excellents conseils et puis de se lancer. Le meilleur conseil, moi je finirai là-dessus, c'est de se lancer. Finalement, caler tout ça, ces bons conseils, c'est bien. Et le test du feu, le test de la plateforme, c'est encore le plus simple pour se lancer et se rendre compte de l'utilité de chacun de ces conseils. Alors, je vais me tourner vers la salle pour des éventuelles questions, soit à nos panélistes, soit à moi-même. Et en tout cas, d'ores et déjà, je remercie nos panélistes pour leurs réponses très, très pertinentes et vraiment bien issues de leur pratique réelle du sujet. Alors, on a plusieurs questions. Au fond, oui, je vous écoute. Oui, merci pour votre présentation. J'ai une question pour les intervenants et puis ensuite pour l'animateur. Tout d'abord, pour les intervenants, vous avez parlé du fait qu'au bout d'un certain moment, vous n'avez pas besoin de chercher les clients, ils viennent vers vous. Mais vous avez aussi parlé du début sur Fiverr et le fait de devoir se créer une réputation. Donc ma question est de savoir si au tout début, est-ce que vous avez simplement créé votre profil et dès le lendemain, vous avez tous les plein de clients qui venaient vers vous, ou est-ce que quand même, au moins au début, vous aviez eu à faire de la prospection sur le site? En fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de la prospection sur Fiverr. De trouver des prospects vous-même, Alors, en gros, des clients vous-même. En dehors de Fiverr, oui, je fais toujours un peu de prospection pour trouver, on va dire, c'est la méthode classique. Mais sur Fiverr, en fait, ce qui est hyper important, et ça prend du temps, c'est de comprendre comment le site marche. Et il y a un système de pages, en fait, c'est comme une vitrine quand vous passez devant un magasin. Si la vitrine est jolie, vous rentrez dedans, c'est exactement le même principe. Donc il faut mettre un portfolio, il faut bien définir, il y a un système de SEO, mais il y a un professionnel au côté, il vous parlera mieux de ça, mais il y a un système de mots-clés voilà, pour bien définir les clients, etc. Et c'est vrai quand on ne connaît pas et qu'on arrive sur la page, moi je sais que ça m'a pris facilement 2 mois à bien comprendre pourquoi, parce qu'il y a aussi un système d'analytics où on voit le trafic sur notre page. Donc on voit, ok, à ce moment-là, dès que j'ai commencé à mettre ces mots-clés, ça a commencé à monter un petit peu. On commence à avoir un clic sur la page, 2 clics sur la page. Ok, peut-être que je pourrais améliorer ça. Il y a aussi sur Fiverr une espèce d'aide pour essayer de construire la meilleure page possible. Donc voilà, ça se construit un peu avec le temps. Comme quand on construit un site internet, au final, c'est un peu la même chose. Et au final, ça se fait tout seul. On commence à avoir des visites sur la page. Il y a l'algorithme qui commence un peu à nous monter sur les premières pages. Et ensuite, ça commence et il suffit du premier. Il suffit du premier projet qu'on réussisse bien. Évidemment, il faut bien réussir et essayer d'avoir les fameuses 5 étoiles. Et après, ça se met en place tout seul. Mais il n'y a pas vraiment de prospection, en fait. C'est juste que ça prend un peu de temps que les gens s'intéressent à la page. Voilà. D'accord. À aucun moment, est-ce que vous avez démarché le client en premier pour dire j'ai vu par exemple que vous étiez sur ma page, est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Jamais. Ouais, non. C'est vraiment, faut juste donner envie aux gens d'aller sur la page. D'accord. Ça, c'est le système de manière générale. Vous confirmez à l'animateur que c'est comme ça en principe. Il n'y a personne qui va vers le client. Vous présentez un service, vous présentez un profil à côté de ce service. Donc Fiverr répond vraiment si on se place du côté acheteur, à quoi, qu'est-ce que vous allez avoir et qui porte cette proposition. Et donc, la combinaison des deux, si le service est bien décrit et si le profil est bien enrichi, vous présentez des arguments de conviction. Alors évidemment, sur le premier client de Fiverr, vous n'avez pas d'éléments réputationnels, vous n'avez pas de petites étoiles ou de commentaires. En revanche, vous avez probablement déjà travaillé sur le sujet. Vous avez déjà un portfolio, vous avez peut-être déjà des clients que vous pouvez ajouter comme référence. Donc alimentez tous les champs au maximum avant votre première mission. Et ensuite, deuxième conseil, mettez-vous à la place de la personne qui va découvrir votre fiche. Est-ce que le vocabulaire, les éléments de conviction que vous présentez sur la page, c'est des éléments de conviction et du vocabulaire que votre client peut s'approprier. Je donne un exemple sur des choses assez simples, mais voice-over, voix off, voix française, ce sont des termes qui gravitent autour du même projet ou d'un même porteur de projet potentiellement, dans ton cas Nathalie. Donc l'idée de combiner ces termes-là et d'être vraiment à la réponse, en recours pour chacun de ces potentielles intentions, c'est aussi le jeu. Et là, on rentre effectivement dans un jeu de je me mets à la place du client, quel terme il va employer pour trouver mon propre service. Enrichissez votre fiche de ses intentions et de ses éléments de conviction. C'est un bon conseil. Si je peux donner un dernier conseil, par expérience, faut pas hésiter en fait les premiers contrats, les 2-3 premiers contrats, peut-être de baisser nos attentes du devis,
juste les 2-3 premiers contrats en disant ok, bon, c'est pas grave, je fais ça, voilà. Je pense que de toute façon, même quand on commence en freelance, on passe un peu par là. Juste le temps d'avoir en fait les fameuses premières étoiles et le profil de page qui monte un peu pour ensuite revenir sur quelque chose d'un peu plus normal. Moi, c'est ce que j'ai fait et je sais que ça a bien marché parce qu'au final, bon, bah, je me mets à la place de l'acheteur, comme on disait. Quand on arrive sur ma page et que la personne voit que j'ai fait aucun projet et que la personne d'à côté tarife les mêmes Oui, tarifs voilà. et qu'il a 50 étoiles, 50, voilà. Bon, bah, forcément, il va prendre l'autre, c'est le Oui, jeu. c'est clair. Mais je pense que voilà, c'est juste histoire de 2-3 projets et après. Ok, merci, c'est clair. Et deuxième question pour l'animateur, du coup, s'il vous Je plaît. vous écoute. C'est alors, qu'est-ce que vous direz différencie Fiverr d'une autre plateforme de freelance à l'international comme Upwork? Entendu. Alors, bonne question. On a effectivement d'autres plateformes qui existent. Alors, ce qui les différencie et ce qui les différencie pas, c'est, à mon avis, c'est une bonne idée d'être présent sur votre réseau, le réseau de votre réseau et les plateformes. Parce qu'en tant que freelance, vous avez besoin d'avoir plusieurs canaux de prospection, plusieurs moyens d'obtenir votre prochain client ou vos prochains clients. Donc ça, c'est une caractéristique commune, c'est que c'est une bonne idée en général. Maintenant, ce qui différencie Fiverr dans l'écosystème, aujourd'hui on opère, et c'est pour ça aussi qu'on est là, on opère en français. Il est possible aujourd'hui d'avoir une base de clients français. Le premier filtre qui est utilisé par nos compatriotes, c'est « je veux un prestataire local ». Donc aujourd'hui, ce marché de personnes qui ont besoin de services et de personnes freelance qui complètent ce service, il y a un écosystème en France qui est en train de s'organiser. Aujourd'hui, à ma connaissance, Upwork n'a pas cet écosystème local, loin s'en faut. Deuxième élément, l'assise géographique historique de Fiverr permet, on a eu quelques exemples, le Costa Rica, des clients américains, on peut avoir effectivement des points rentrants, des clients qui viennent de zones sur lesquelles il est très compliqué de prospecter. Donc quand vous choisissez votre plateforme, regardez éventuellement où se trouvent aujourd'hui les origines des clients. Et ça peut être intéressant de se positionner sur des plateformes qui complètent votre capacité à trouver des clients avec des clients que vous auriez beaucoup de mal à identifier. Dernier point, c'est votre utilisation de la plateforme. C'est vous en faites le succès. Donc si vous avez trouvé le succès sur Fiverr, tant mieux pour vous. Et j'ai envie de dire, la différenciation, c'est vous qui vous la créez. Parce que votre expérience de la plateforme ne sera pas forcément l'expérience de votre voisin d'à côté. On a expliqué des bons conseils. Voilà, si vous appliquez ces bons conseils-là, votre expérience de la plateforme va être optimale. Et puis quelqu'un qui n'aura pas appliqué tous ces conseils ou voilà, qui aura partiellement rempli son profil dans le cas d'un freelance, peut-être voilà, l'expérience sera différente, mais pas optimale en l'occurrence. Est-ce qu'on prend d'autres questions dans la salle? Je profite d'être à côté d'elle. Merci. Voilà. Et je vous remercie pour votre présence, ceux qui sortent. Merci. Et on va prendre encore quelques questions, on a encore un petit peu de temps. Moi, j'ai une... Voilà. Sur la question de personnalisation de l'offre. Justement, quand cette envie de personnaliser est poussée à vous allez dire, à un point extrême, comme dans le cas de madame, on lui avait demandé de ne plus être la voix qu'elle est. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Parce que oui, elle a dit que c'était une voix connue, elle voulait autre chose. Non, en fait, elle me dit, vous êtes une voix connue et peut-être que vous ne voudrez pas faire mon projet qui finalement est tout petit et très... C'était en ce sens-là. Mais pour revenir à ça, j'étais en train d'y penser. Finalement, cette personne n'aura jamais entendu ma voix. C'est encore d'autant plus touchant. Donc, elle m'a fait confiance. Donc, je pense qu'en fait, non, il faut... Je ne suis pas une très très bonne imitatrice. Il y a parfois des gens qui me demandent un accent français très poussé pour des voix anglaises. Ça, c'est très drôle à faire. Mais donc, je leur propose ce que je sais faire. Hein. Donc, un anglais, on va dire, classique, un anglais très francisé, des fois des voix un peu plus éraillées. Je pense qu'il faut rester soi-même dans son secteur. J'ai la voix que j'ai. Et je pense que chacun, on est comme on est. Il faut respecter sa personne aussi, et proposer et se faire confiance finalement, quel que soit le domaine. Justement, puisque je suis avec vous, vous disiez que vous aviez un doctorat en droit. Oui. Et vous vous retrouvez en train de faire du off. Oui. Vous faites aussi de la traduction. Un petit peu de traduction aussi, oui. L'anglais, c'est ça? L'anglais vers le français, toujours dans ma langue.
Oui, et puis ça rassure d'autant plus les clients, finalement, cette expérience que j'ai aussi dans le passé, tant pour leur faire parfois des scripts, quand c'est du corporate, quand j'ai affaire à des entreprises, ça les rassure d'autant plus pour la traduction, pour des projets de texte un petit peu spécifiques. Euh, je pense que c'est pour ça on a tous des compétences différentes, il faut les mettre en avant. On a tous un passé peut-être avec différents métiers. Je pense que c'est cette valeur ajoutée, finalement, c'est toutes ces valeurs ajoutées qu'il faut mettre en avant et ces mots-clés finalement aussi dans notre présentation. Ça peut orienter un client, oui. Ma question justement allait dans le sens, est-ce que vous vous êtes présenté dans votre profil comme une slasher, quelque chose comme ça? Comme une, pardon? Slasheuse. Alors, Quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui a multiples. Oui, je oui, pense oui, oui. si je peux me permettre, Nathalie, là où on touche à quelque chose d'intéressant, c'est qu'il vaut mieux présenter une expertise, parce que slasher, ça implique la diversité de choses, voilà. Mais on a aussi parlé de précision, de personnalisation de l'offre. Je tiens juste les passés de tous les freelances sur Fiverr sont extrêmement intéressants. Et Nathalie, Aude, Thomas et Nicolas, ici, ils sont aujourd'hui avec nous, mais leurs collègues, entre guillemets, sur Fiverr, on va avoir un designer de chez Apple, on va avoir des gens qui ont designé, alors sur l'aspect design, des choses extrêmement poussées. Hein. L'album de Wyclef Jean d'il y a quelques années a été designé sur Fiverr. On a finalement, tant du côté des porteurs de projets que des freelances, des passés et des expériences qui, combinées, en font des extraterrestres, j'allais dire. Hein. Quelqu'un qui a un doctorat en droit, dans ton cas, Nathalie, et qui aujourd'hui propose de la voix off et qui a finalement, dans sa prestation de traduction, cette capacité à se projeter sur des sujets éminemment techniques comme le droit, voilà, c'est difficile à trouver. Donc je parlais d'expertise. Trouver un freelance qui combine ce passé, cette expertise, ces affinités, c'est très difficile dans votre réseau personnel, probablement dans mon réseau personnel. Donc c'est très intéressant de se tourner vers des plateformes pour trouver cette profondeur et cette diversité et se rafraîchir finalement sur bah oui, ça peut exister, ça peut me rendre service. Et en tant que freelance, de se dire voilà, qui sont mes collègues entre guillemets sur une plateforme comme ça. Alors, on va encore prendre quelques questions. Une question et on est un peu en dehors du temps, mais c'était intéressant. On est en F19. Mademoiselle, vous aviez une question au troisième rang. La part de vos clients qui provient de la plateforme, sachant que vous payez une com, vous reversez une com à Fiverr. Donc voilà, savoir si ça représentait 100%, 50, 70, parce qu'on parlait de prospection classique. Donc voilà comment ça se répartissait. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis arrivé à Barcelone il y a 6 mois. Du coup, comme je disais au tout début, j'ai un peu perdu mes clients de Paris. Du coup, c'est un peu faussé par rapport à mon activité que j'avais avant ici. Mais je pense que ça doit représenter, aujourd'hui, ça représente, oui, 50%. Et ça va c'est en pleine croissance. Voilà. En fait, pour compléter ce que dit Nicolas, moi je suis plutôt autour des 10-20%, mais ça fait que 4 mois que je suis présent dessus. Mais par contre, je vois très bien, il y a la possibilité en fait de professionnaliser, on va dire, son compte. Et à partir du moment où on a une certaine notoriété, on n'a plus forcément les mêmes tarifs. Et je pense que c'est un peu ça qu'on vise tous, de dire aujourd'hui, moi sur le référencement naturel, j'aimerais bien être dans le top 5 en France des profils qui font le plus de prestations, mais toujours en restant dans ce que je sais faire. Donc c'est une vision un peu à long terme. Peut-être Nathalie, ça fait plus longtemps, je crois, que tu es sur Fiverr. Ça doit faire à peu près 3 ans. C'est difficile de répondre à cette question parce que elle varie chaque mois. Donc peut-être 50-50, certains mois, des fois un peu moins, des fois un peu plus. C'est très particulier. Ça dépend aussi, on va dire hors Fiverr, des contrats que je peux avoir pour les voix, par exemple. Donc oui, c'est très différent. Mais au bout de 3 ans, bien sûr, j'ai progressé. Voilà, ça, c'est une évidence. Sur le site, j'ai quand même des voix très régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai certains de mes clients qui facturent des prestations à 500-600 euros et qui ont plus de 500 avis sur leurs prestations et qui sont présents depuis 1 ou 2 ans. Donc on peut très bien tarifer, mais la question c'est le service, est-ce qu'on a les clients, est-ce qu'on a la notoriété, etc.
Et il y a un dernier détail aussi, c'est quelque chose que là je suis en train de me rendre compte, que j'avais pas forcément avant, mais je commence à avoir des clients qui sont récurrents. Chose que j'avais pas